Monsieur le recteur, y aura-t-il un enseignant face à chaque élève demain pour la rentrée en Bourgogne? Oui, nous pouvons être, je dirais, affirmatifs sur cette présence d'un professeur devant chaque classe. Alors, quand je dis ça, bien entendu, il y aura toujours quelques endroits très marginaux ou sur le territoire où il manquera le professeur qui fait 2 heures de technologie, 2 heures d'histoire-géographie. Nous continuons à travailler pour pourvoir à ces postes manquants, à retrouver la ressource pour soit ces matières, ces disciplines pour lesquelles on a un peu de mal à trouver des enseignants, ou des territoires où on a du mal à faire partir ou à trouver des enseignants disponibles en grande proximité. Mais de date à date, par rapport aux rentrées précédentes, nous sommes plutôt dans de meilleures conditions. À combien d'enseignants contractuels, les fameux, dont on a beaucoup parlé cet été, à combien d'enseignants contractuels faites-vous appel cette année en Bourgogne? Alors, vous parlez des enseignants contractuels supplémentaires. Pour le second degré, une dizaine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 10 enseignants. Vous savez, pour le second degré, je me concentre sur le second degré, nous avons près de 11 000 enseignants. 11 000 enseignants. Parmi ces enseignants, ce sont des titulaires. Il y a à peu près, en début d'année, 300, pas plus, de 300 contractuels. 300 contractuels, à peu près. Donc, ils étaient déjà là les années d'avant. Certains sont CDIsés. D'ici la fin de l'année, dans ces contractuels, on arrivera en personne physique à peu près à 500. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, chaque année, on a besoin de renouveler le vivier. Alors, on pensait recruter une trentaine, entre 30 et 60 au début de l'été. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'a besoin que d'une dizaine de contractuels. Donc, on a beaucoup moins besoin que prévu, et ça tombe bien, c'est tout simplement parce que les concours ont été un peu plus généreux, et on a eu beaucoup plus, je dirais, de stagiaires qui nous viennent des concours. Diriez-vous, c'est ma dernière question, que la situation de l'Académie de Dijon est meilleure qu'ailleurs en France? Vous êtes dans une situation différente? Nous sommes dans une académie qui a un peu moins de problèmes que d'autres grosses académies. Notre académie, et je dis, notre situation de cette rentrée sera meilleure que celle de l'année dernière. Alors, si vous avez connu celle de l'année dernière, de date à date, on est beaucoup plus à l'aise que l'année dernière. Donc, je suis très optimiste, et je pense que ça se passera bien. À combien pouvez-vous chiffrer le nombre de postes manquants pour cette rentrée, s'il y a un chiffre à donner? Alors, le problème, c'est que ça évolue tous les jours. Hier, en équivalent temps plein, parce que c'est des 3 heures, les postes, on les a. Il manque 3 heures dans tel collège, il manque 2 heures dans tel lycée. Si on faisait une somme en équivalent temps plein, ce serait, au moment où on se parle, 65 équivalents temps plein pour toute l'académie. Mais tous les jours, on trouve des enseignants, si vous voulez. Donc il faudrait pratiquement dans une semaine que vous me posiez la question, je suis persuadé qu'on sera à moins de 30. Pourquoi avoir choisi le lycée Marais pour marquer la pré-rentrée des enseignants? Alors d'abord parce que c'est un lycée polyvalent, où il y a toutes les filières, où il y a aussi bien la filière générale que la filière technologique, dont on parle peu, ou même la filière professionnelle. Alors il y a un gros enjeu sur la filière professionnelle, donc je voulais passer aussi quelques messages par rapport à la filière professionnelle, des messages que j'ai réussi à passer. Rappeler cette volonté politique, d'abord de revalorisation de nos métiers, ce choc d'attractivité appelé des vœux du président de la République, mais aussi cette révolution copernicienne dans notre capacité peut-être à faire émerger des projets d'établissement à partir de la réalité des territoires. Voilà, c'était ces 2 messages que je voulais faire passer ce matin. Merci. Monsieur le recteur, est-ce qu'on peut dire, après les inquiétudes qu'on a entendues des professeurs, qu'il y a un problème de communication avec le rectorat, parce que plusieurs questions ont été posées, ou c'est qu'a priori, les réponses peuvent être apportées par le rectorat? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être un petit point à refaire pour aider les professeurs? Dans tous les cas, on a toujours des marges de progrès. Et dans ce que nous avons appelé, je dirais, notre feuille de route RH, ressources humaines, la prise en compte de cette communication, d'abord, je dirais, des établissements vers les DSDEN, parce qu'il y a quand même des structures départementales qui sont déjà des lieux de première réponse, puis vers le rectorat, oui. On est conscient qu'il y a encore quelques marges de progrès, et donc il faut qu'on améliore cette communication. À nous de nous organiser, surtout dans la perspective d'être davantage à l'écoute.
Merci beaucoup, monsieur le recteur. Monsieur le proviseur, merci pour l'invitation. Bienvenue ici à Beaune pour votre affectation. C'est tout frais, hein, on a bien pu l'entendre. On a entendu les préoccupations des professeurs ici. Monsieur le recteur vient de confirmer qu'il y avait peut-être, oui, un petit souci de communication, puisqu'a priori, il y a pas mal de sujets évoqués qui pourraient peut-être être en partie réglés par le rectorat. Donc voilà, je voulais avoir votre première impression pour cette rentrée ici à Beaune. Écoutez, une impression très positive. Vous le savez, j'étais il y a longtemps en Bourgogne, donc je retrouve la douceur bourguignonne dans cette rentrée. J'en suis très satisfait moi-même. Le lycée est magnifique et les équipes sont très enthousiastes, hein, malgré les difficultés qu'elles ont exprimées ce matin. Et je crois que c'était tout à l'honneur du rectorat de les entendre et d'essayer de trouver des solutions. C'est dans le fond le métier que nous faisons tous, c'est essayer de trouver des solutions, en espérant le faire le plus rapidement possible. Voilà, donc c'était un échange tout à fait franc entre le rectorat et les personnels. Et moi j'étais particulièrement sensible à l'expression des difficultés, mais aussi à l'écoute qui a été celle du recteur. Vous nous avez parlé de chiffres d'élèves, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on pourrait parler de chiffres des personnels du lycée Marais? Oui, alors nous avons 86 enseignants, une vingtaine d'agents techniques de santé, une vingtaine de personnels administratifs. Voilà. Donc ça fait, si vous comptez, une bonne centaine de personnes qui chaque jour travaillent dans le lycée. Eh bien, écoutez, monsieur le proviseur, je vais vous laisser aller parce que je sais que vos professeurs vous attendent pour les échanges entre groupes. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne rentrée. Au revoir. Bonjour à tous. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bien, écoutez, bonjour, bienvenue. Bienvenue, c'est un peu bizarre quand on est nouveau de souhaiter la bienvenue à ceux qui ne le sont pas, mais c'est la tradition. Donc bienvenue à tous, bonne rentrée à tous. Bienvenue particulièrement à monsieur le recteur, à madame la directrice académique pour leur venue. On est très honorés de votre présence ce matin. Je crois, très heureux en plus de pouvoir échanger avec vous. Ça participe, je crois, du bon fonctionnement de notre institution et de l'accomplissement de notre mission éducative à tous. Merci de votre présence. Je vous céderai la parole évidemment dans un court instant, mais je vais me montrer un petit peu impoli, monsieur le recteur. Je vais commencer par parler de moi ce matin, puisque étant nouvellement affecté, en plus tardivement affecté, ça a été prononcé au mois de juillet, je me dois, il me semble, de me présenter à vous un petit peu. Alors, je vais le faire rapidement. Évoquer très vite mon parcours. Je reviens moi d'une séquence d'expatriation de cette année, puisque j'étais, il y a quelques semaines encore, proviseur du lycée français international de Dubaï pendant 3 ans. Un lycée de 3000 élèves, de petite section à la terminale. Et avant cela, j'étais proviseur adjoint à Santiago du Chili. J'ai déjà croisé les collègues espagnols, donc j'irai essayer de réveiller mon espagnol dans quelques temps. Voilà. Mais auparavant, j'étais plus près de vous, puisque j'étais proviseur adjoint à Chaumont, en Haute-Marne, pendant 3 ans, professeur au lycée Bouchardon de la même ville. Et pour remonter vraiment au début de ma carrière dans l'éducation nationale, j'ai été stagiaire à Semur en Auxois. Donc je ne suis pas complètement perdu en venant ici. Et je dois vous avouer que je suis très heureux, en famille, de retrouver, après le climat désertique et la grande ville, de retrouver un peu la douceur bourguignonne. Voilà. Je voulais aussi en profiter pour dire tout mon engagement au service de ce lycée, au service de la mission que nous avons tous. J'essaierai d'abord de prendre toute la mesure de notre organisation, parce que voilà, je suis là depuis 10 jours, j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous allez m'y aider, j'en suis sûr. Ce que je remarque, c'est que c'est un lycée où il fait bon étudier, où il fait bon travailler, me semble-t-il. Je ne crois pas me tromper. J'ai eu des échanges depuis la semaine dernière avec les agents techniques. J'ai trouvé l'équipe absolument formidable et très heureuse de travailler ici. J'ai rencontré les agents administratifs et tous sont parfaitement volontaires et contents. Voilà. Bon, je ne dis pas que tous les jours c'est un bonheur absolu, mais en tout cas, vous savez, il y a des endroits où on rentre, on se dit oula, où est-ce que je mets les pieds? Ici, pas du tout. On se sent bien accueilli et bien.
voilà, j'aurai à cœur de venir évidemment à votre rencontre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de vous aider du mieux que je peux pour réaliser votre mission. Je voudrais finir cette présentation personnelle par un remerciement très sincère à mon prédécesseur, Pascal Villette, qui a pu lui aussi pris dans une mutation tardive, a pris le temps de m'accueillir, de me recevoir, de m'expliquer, de partager des choses, et il l'a fait jusqu'au bout. C'est le jeu des mutations, et avec son successeur et avec son prédécesseur en même temps, mais il l'a fait de très belle manière. Je sais que 6 années à la tête du lycée, c'est pas anodin, donc en tout cas il a pris le temps de laisser des choses nettes, propres, pour qu'on puisse continuer dans ce qu'il a fait. J'ai eu aussi beaucoup d'admiration pour le projet qu'il a pu lancer avec vous. Je pense à la classe défense, mais il y en a beaucoup d'autres. J'aurais à cœur de reprendre. Un grand merci enfin à l'équipe de direction qui m'a accompagné, qui a dû non seulement préparer la rentrée, mais en plus accueillir un nouveau proviseur. Mon adjoint Nicolas Lamant, Madame Picard, la gestionnaire, et je dis un petit mot particulier pour Stéphanie Desnoyers, parce qu'on a une bonne nouvelle en cette rentrée. Elle est déchargée de cours, donc elle peut se consacrer à 100% à sa tâche, à sa mission de DDFPT. Elle prend en charge le PRIG. La décharge vient, il y a toujours une compensation à la décharge, donc sa tâche augmente, mais ça va nous permettre d'être tout à fait actifs. Je remercie évidemment aussi les CPE qui m'accompagnent depuis le début. Voilà. Les choses étant dites, je ne vais quand même pas m'appesantir, mais on pourra discuter avec grand plaisir dans les jours prochains. Vous donner quelques éléments de rentrée. Je vais volontairement les resserrer sur quelques points. Si Mme Picard veut bien m'aider à vous proposer un très court bilan de rentrée. Nous attendons 847 élèves, j'ai mis à jour les chiffres hier soir, 847 élèves en totalité pour la rentrée. Alors ça compte le BTS, par contre les chiffres d'après ne comptent pas le BTS. Moi j'ai découvert le lycée, donc je regarde un petit peu comment ça fonctionne. On a 2 tiers de nos élèves qui sont assez régulièrement dans la voie générale et technologique et 1 tiers dans la voie professionnelle. Donc on est vraiment un lycée, vous êtes vrai, un lycée polyvalent et c'est tout à fait appréciable. Un point d'étonnement pour moi, j'ai commencé à glaner les explications, c'est le ratio filles-garçons qui est un lycée féminin. Avec, pratiquement, on approche souvent les 60% de filles. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quel que soit le segment du lycée, que ce soit l'approche globale ou que l'on se resserre sur la voie professionnelle, ou on aille même uniquement regarder les STMG, on est toujours face à ce ratio, à peu près 60-40, un petit peu moins. On est très au-delà du ratio départemental ou académique ou national, où les filles sont majoritaires, mais quand même pas autant. Alors voilà, ça m'interroge, c'est un point d'étonnement pour moi, mais ça fait partie de l'identité du lycée pour nous. Il faudra voir si derrière il y a des représentations sur les formations, et peut-être travailler ça ensemble, si c'est pertinent bien sûr de le faire. Les effectifs, ils évoluent légèrement. J'ai tendance à parler de stabilité. Alors c'est une stabilité globale, hein, puisque vous voyez, évidemment les effectifs en pro restent très réguliers, hein, puisque la structure est fixée. Et les effectifs de Général et Technologie évoluent autour des 550, 560 élèves. Il y a quand même quelques variations. Alors en global, c'est très peu, mais si on peut regarder la diapo suivante, il y a un petit point peut-être il faut être vigilant, en tout cas accompagner cela. Vous voyez que le nombre d'affectés en seconde a tendance à diminuer après un pic en 2020. On a quand même une érosion. Donc finalement, ce sont les cohortes qui passent en première et en terminale qui assurent la stabilité aujourd'hui. Cela dit, en affecté seconde, on retrouve les chiffres de 2015. C'est pour ça que j'ai tendance à parler d'une certaine stabilité de la structure et du lycée. Ce qui est peu pas mal. Je terminerai sur un satisfait site. Alors pour vous, moi j'y suis absolument pour rien. Ce sont les résultats aux examens, avec des taux d'admission qui sont tout à fait plus qu'honorables. 96% d'admission, second groupe compris, dans la voie générale, 90% en voie technologique, 88% en voie professionnelle, et puis les mentions
qui sont tout à fait remarquables également, 62% en général, avec 3 félicitations du jury. Ça, c'est vraiment tout de même la marque de l'excellence. Hein. Il faut s'accrocher pour obtenir ces félicitations. On a de très 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 bons élèves, ça fait plaisir. 40% de mentions en voie techno et 87% en voie professionnelle, ce qui est très très tout à fait remarquable. Exactement. Alors, moi, il y a toujours un chiffre qui m'intéresse beaucoup. Je ne vais pas vous donner les chiffres toute la journée, hein. Je m'arrête là, je promets. Mais c'est le taux d'accès des niveaux inférieurs jusqu'au baccalauréat. Nous sommes un lycée qui accompagne quand même bien ses élèves depuis la seconde jusqu'au baccalauréat, quel que soit ce baccalauréat, 90% de taux d'accès de seconde vers le bac. Et puis, vous voyez des chiffres qui augmentent évidemment au fur et à mesure que les élèves avancent dans leur parcours scolaire. Tout ça pour dire bravo, puisque finalement les plus grands artisans de ces résultats, c'est vous, et vous pouvez en être fiers, en être heureux. Je voudrais terminer par des points de vigilance qui me semblent importants de rappeler à tout le monde en début d'année. Il y en a un premier que je voudrais citer pour 2 raisons. Vous l'avez tous vécu au quotidien, hein, la situation économique, l'augmentation des prix, l'inflation, on en parle et vous le vivez. Je ne suis pas sûr à entendre les experts que ça se termine demain. Je crois qu'on a pour un petit moment. Là où c'est un point de vigilance pour nous, pour deux raisons me semble-t-il. D'abord, il faut quand même faire attention à la situation économique de certaines familles. Il faut quand même qu'on soit vigilant là-dessus. Et puis l'autre raison, c'est, et je ne voudrais pas laisser Mme Picard seule à porter ce message, donc je voudrais vraiment l'assumer en tant que chef d'établissement, il va falloir quand même qu'on compte un petit peu, qu'on soit vigilant aux dépenses, puisque j'ai déjà vu certains réflexes, je vois Mme Trouillon, face à des dépenses en voyage scolaire en particulier, en transport, il va falloir qu'on regarde à 2 fois, on essaie de trouver parfois des solutions pour quand même ne pas se mettre en difficulté d'un point de vue budgétaire. C'est un effort collectif de chacun pour rester dans les clous. Le deuxième point de vigilance, c'est la situation sanitaire. Alors, je crois que c'est ma première pré-rentrée où j'ai passé 1 minute 30 sur la situation sanitaire. Et c'est appréciable. La situation sanitaire, alors elle s'améliore, bien sûr. On n'en est pas sorti. Je crois que tout le monde l'a compris. Il faut rester alerté. D'autres le sont de toute façon pour nous. Vous avez vu sans doute apparaître, on ne vous l'a pas encore diffusé, la présentation du protocole sanitaire avec ces 3 niveaux au-dessus d'un niveau de base qu'on appelle le socle. Il y a plusieurs bonnes nouvelles dans ce protocole, et notamment le fait que l'école n'est plus un terrain à part du reste de la société, notamment pour le contact tracing. On suit ce qui se décide pour l'ensemble de la société, donc ça c'est bien. On ne va pas être traité de façon séparée ou de façon particulière à l'école. Aujourd'hui, c'est l'autre bonne nouvelle, on en est au socle, donc il n'y a pas de contraintes fortes, il y a juste des précautions à avoir. Alors, on est au socle, on a pu vous recevoir dans cette salle, et pas vous distancier de 2 mètres au gymnase. Par contre, on ouvre les fenêtres, on met 2 purificateurs d'air, et puis on ne va pas rester 5 heures dedans. Voilà. Il faut, je crois que chacun garde les bonnes pratiques qu'on a acquis. Il faudra le rappeler aux élèves, qui peuvent avoir l'impression que c'est derrière eux. Il faut quand même rester un petit peu vigilant sur ce point. Mais conclusion positive quand même, je crois qu'on est quand même plus dans la situation 2019-2020, et malgré une situation économique qui se ralentit, moi je voudrais vraiment que ce soit dans ce lycée et ailleurs un redémarrage, vous avez déjà commencé, un redémarrage des projets, des projets culturels, des projets de voyages internationaux, d'échanges, Erasmus. Voilà. Je voudrais vraiment que tout ça, qu'on ne se contraigne pas, enfin qu'on fasse attention au prix, ça je l'ai dit, mais que l'on accompagne ces projets parce que nos élèves en ont besoin de retrouver le maximum de possibilités, de potentialités d'ouverture sur le monde. Voilà, je m'en tiens là, je vous remercie de votre patience, de votre écoute, et je vais céder la parole à Madame Ladazen. Et j'ai vu un doigt se pointer.
Alors, Je vous laisse le micro. On va applaudir. oui, d'abord. Bonne rentrée si jamais j'oublie dans la journée. Merci, monsieur le proviseur. Monsieur le recteur, je ferai très court. Le programme est là, effectivement, il est enthousiasmant. Monsieur le recteur, on va vous en parler. Très bonne rentrée à tous et toutes, bien évidemment. Dans votre propos, monsieur le proviseur, il y a un point qui a retenu mon attention, c'est ce que vous avez dit comme point de vigilance. Le premier point de vigilance, la situation économique. J'en profite pour vous indiquer que trop souvent, les fonds sociaux dont disposent les établissements, collèges et lycées, ne sont pas suffisamment mobilisés ou suffisamment tôt, par méconnaissance ou par pudeur des familles. Donc je pense que collectivement, nous avons une forme de responsabilité à faciliter l'accès à ces aides, les fonds sociaux lycéens en ce qui vous concerne, dont je tenais à vous dire qu'au niveau national, l'enveloppe globale des fonds sociaux a été augmentée pour cette rentrée de plus 50%. Ce n'est pas anodin et ça n'est pas le hasard, c'est très directement lié à la dégradation, aux difficultés du pouvoir d'achat des familles en particulier, et aux conséquences de la crise sanitaire sur les cellules familiales. Donc mon message, il est simple, monsieur le proviseur, appuyez-vous sur votre assistante sociale scolaire et vous, les enseignants, repérez bien les signes et faites partager les éléments dont vous disposez sur les difficultés que vous pouvez supposer ou observer parmi vos élèves. Voilà, je cède la parole à monsieur le recteur pour le discours de rentrée. Merci, madame la directrice académique. Merci, monsieur le proviseur. Puis bon retour je dirais, en Bourgogne. J'en profite pour saluer toute votre équipe autour de vous, la CPE, mais je pense qu'il y en a une deuxième. Voilà, les CPE, voilà, et je dirais, tous les enseignants, les professeurs, toute la communauté éducative. Alors, c'est pas encore la rentrée, peut-être des administratifs, où ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça a été fait, donc vous transmettrez, bien sûr, à tout le personnel mon souhait d'une très bonne rentrée 2022. Alors, j'ai pas la même particularité que vous, mais moi c'est ma première rentrée aussi, mais ma toute première. Vraiment, je dirais sans jeu de mots. Et de ce qu'on dit souvent, c'est que c'est à la première rentrée qu'on est vraiment recteur. Donc voilà, donc je suis en train de prendre mes marques de recteur, comme vous le savez, après 15 ans de préfectoral, puisque j'étais, il y a encore quelques mois, préfet dans la Marne. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vous rejoins, que je fais cette pré-rentrée dans un lycée polyvalent qui est dynamique. Quand on voit je dirais les quelques chiffres que vous avez pu nous présenter, il y a un potentiel énorme et voilà, on va devoir inscrire toute cette rentrée académique dans cette perspective-là. Voilà, j'espère que vous êtes bien reposés cette année, après 2 années chahutées quand même, que vous êtes ressourcés pour attaquer une nouvelle année académique avec beaucoup d'espérance, je dirais avec plein d'espoir et certainement beaucoup de projets, puisque vous en sollicitez et je pense que vous êtes dans le vrai. Permettez-moi aussi peut-être avant tout de remercier cette communauté éducative, ces professeurs. L'année 2021-2022 aura été quand même une année exigeante, hein, peut-être un peu moins forcée par rapport aux enjeux sanitaires, mais il y avait encore la crise sanitaire, on oublie vite, et ses conséquences sur notre jeunesse. Nous avons, je dirais, connu une année 2021-2022 marquée par un certain rythme de réforme qu'il a fallu, je dirais, porter, et vous avez été les premiers, je dirais, à les porter, donc je sais que tout ça a été très 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 exigeant, et à ce titre-là, et pour tout ça, vraiment, vous avez toute notre reconnaissance. Alors cette reconnaissance, elle vient
Elle vient même du président de la République, puisque jeudi dernier, il nous a réunis les recteurs pour nous faire passer sa feuille de route pour l'école. Et il en a profité pour nous demander de vous transmettre, dont je profite chaque fois, de la rentrée pour transmettre ses bons voeux et surtout sa reconnaissance à lui, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre délégué, à la secrétaire d'État, toute leur reconnaissance du travail qui peut être fait au quotidien sur le terrain. Cette rentrée, je dirais, va être sans aucun doute marquée par un certain nombre de points forts. Alors je vais peut-être en prendre un ou deux. Comme nous sommes ici en lycée, hein, il y a aussi toute la partie amont, marquée par, je dirais d'abord, une attention que toute l'administration voudrait avoir pour notre personnel. Enfin, je pense, je vais vraiment commencer par ça. C'est pas, une fois n'est pas coutume, mais je pense que on a eu, je dirais, avant l'été, pendant l'été, les médias qui n'ont pas hésité à se rappeler à nous sur les enjeux de l'attractivité de ce métier que vous exercez, cette préoccupation d'un professeur devant chaque classe. Donc, comme pour rappeler, ça a été quand même un enjeu fort et bien sûr derrière ça un engagement du politique, d'abord d'être au rendez-vous et donc tout ce que nous faisons c'est pour être au rendez-vous. Demain ce sera l'heure de vérité puisqu'il faudra que devant chaque classe il y ait un professeur et auparavant toute cette construction de ce fameux choc d'attractivité que le président de la République appelle de ses voeux et qui est bien sûr porté par le ministre de l'Éducation nationale, ses ministres délégués et sa secrétaire d'État. Alors ce qui est rassurant, c'est qu'on a une rentrée académique qui devrait bien se passer. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ici ou là, il n'y aura pas de difficultés sur telle matière pour lesquels on a du mal à avoir de la ressource, que l'on doit partager, et pour certains territoires aussi, il y a quelques enjeux à pouvoir trouver des professeurs dans telle ou telle matière, pour 3 heures, pour 2 heures. Donc ça, on n'y échappera pas. Mais par rapport de date à date, en tous les cas, nous avons moins de postes non pourvus à cette rentrée que par le passé. Je ne vous cache pas que les services du rectorat, les services des DSDEN, nos inspecteurs n'ont pas ménagé leur peine pour trouver la bonne ressource. Alors, il n'y a pas que la ressource enseignante. On pense qu'il n'y a que la ressource enseignante, il y a aussi la ressource administrative. En arrivant, j'ai posé la question au proviseur, j'ai dit j'espère que vous avez tous vos administratifs. Il m'a rassuré, donc ça va, mais il y a des endroits où, bien entendu, il y a encore un tout petit peu de difficultés, dont on y travaille tous les jours, hein, on n'a pas arrêté. En juillet, en août, en tous les cas, depuis le 16 août, ça a repris vraiment, puisque les établissements commencent à ouvrir. Et comme vous le savez, nous avons, à travers notre cellule aussi de rentrée, mis tous les moyens pour essayer d'apporter le maximum, je dirais, de solutions aux enjeux qui étaient les vôtres. Donc, on y a travaillé. Alors, ça a étonné en début d'année, en début d'été, ça a étonné quelques médias de ce qu'on puisse faire recours aussi, je dirais, à des contractuels à travers des structures comme Pôle emploi. Il faut être très clair, la conjoncture actuelle est telle que il n'y a pas un secteur d'activité qui peut se targuer, je dirais, d'avoir eu toute la ressource disponible, toutes les compétences disponibles,
dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc nous avons aussi, bien sûr, donc, eu recours à un complément, je dirais, de contractuels. Nos anticipations au début de l'été, c'est que, je parle surtout du second degré, c'était qu'on avait besoin de entre 30 et 60 contractuels pour consolider le vivier. Finalement, on n'a pas eu besoin d'en recruter autant, puisqu'on atterrit à une petite dizaine de contractuels finalement. Entre-temps, on a eu de bonnes nouvelles, hein, les sorties de concours, les affectations ont été assez généreuses, puisqu'on a eu davantage de temps plein, ce qui nous a permis de mieux lisser nos besoins. Mais nous sommes très satisfaits quand même de cette coopération, de cette collaboration, parce qu'on a pu aussi récupérer quelques profils très intéressants, des gens qui vont venir renforcer nos équipes, et dont nous espérons qu'elles trouveront leur bonheur au sein de notre communauté éducative. Donc voilà, l'enjeu qui est le nôtre maintenant, c'est bien sûr de mettre toute la machine en place pour accompagner tout le monde, hein, pour que nos enseignants ne soient pas isolés, pour qu'ils puissent être à la tâche, et en fonction de leur catégorie, les professeurs stagiaires, des fameux contractuels alternants, les fonctionnaires stagiaires temps plein, les fonctionnaires, il y a des mi-temps, les temps pleins, les étudiants apprentis professeurs. Voilà, nos services, notamment l'école académique de la formation continue du rectorat, est en train s'organise pour pouvoir être à la hauteur de la tâche, mais sinon, comme vous le savez, l'INSPE joue son rôle par rapport à ça. Et en tous les cas, nous espérons être à la hauteur de ces enjeux. Par rapport à ce choc d'attractivité, il y a bien sûr cet engagement politique, donc au-delà des 3,5% du point d'indice qui ont été revalorisés, c'est même assez historique. Alors certains nous disent, quand on regarde l'inflation actuellement, l'effet historique est atténué, mais bon, c'est quand même quelque chose à relever. Il y a cet engagement que, je dirais, pour les enseignants en début de carrière, ils puissent avoir une rémunération nette de au moins 2000 euros. Et pour ceux qui y sont déjà, cette revalorisation de 10% des salaires, suivie d'une possibilité d'aller jusqu'à 20%, avec, je dirais, la mise en place d'un pacte qui permettrait, au-delà, je dirais, des cours, des prestations, des enseignements, qui permettrait pour le personnel enseignant de s'engager dans l'encadrement, dans des projets. Donc il y a ce pacte qui est aussi qui est annoncé et qui devrait participer je dirais de ce choc d'attractivité, parce qu'on espère, bien entendu, nous sommes sur l'un des plus beaux métiers, des plus nobles métiers de la République. Nous avons la charge de former la jeunesse de demain, former, je dirais, la patte de notre nation, de les faire grandir, en faire des citoyens. Il n'y a pas plus belle mission que celle-là, et je pense que cet engagement présidentiel vient à point nommé par rapport à votre engagement, à la mission qui est la vôtre. Depuis, je pense, 2018, il y a eu un engagement du ministère d'être très proche de notre personnel, puisque chaque rectorat a dû s'engager à travers une feuille de route RH, feuille de route RH dont j'ai hérité, qui est très bien conçue, je trouve très bien, avec la possibilité d'avoir des rendez-vous de carrière. C'est quelque chose de remarquable,
qui constituent des temps forts, des moments de prise de hauteur, de réflexion, bien sûr dans votre parcours. Il y a depuis 2018 6 conseillers RH. Je pense qu'il y en a 2 en Côte d'Or qui sont à votre écoute pour travailler avec vous, pour vous recevoir. Donc n'hésitez pas pour faire des bilans professionnels. On est vraiment dans une perspective managériale de notre corps enseignant. N'hésitez pas donc de prendre des rendez-vous parce que c'est important que vous puissiez faire un point à certains moments de votre carrière, que vous soyez bien formé. Je parlais de la formation de l'EAFC. La mission que j'ai confiée à l'école académique, c'est que aucun enseignant, je dirais, ne passe au travers d'une formation continue. Ça participe aussi de la projection que vous pouvez donner à votre carrière. Pas seulement dans le champ disciplinaire qui est le vôtre, mais aussi si par bonheur vous vouliez prendre un tout petit peu plus de responsabilité, et peut-être avoir au sein de l'éducation nationale d'autres formes de missions. Je pense que tout ça participe de cette démarche, et puis bon, aussi cet engagement qu'on a à travers cette feuille de route RH, de parler en langage simple, de tout simplifier. On a mis en place une plateforme numérique qui est ouverte, Colibri, qui a vocation à aider à cette plus grande lisibilité dans les relations qu'on peut avoir entre vous et l'administration. Un aspect non négligeable sur lequel aussi on va être attentif par rapport au personnel, c'est vraiment un engagement fort, cette dimension du personnel, c'est la protection de notre personnel. Je dirais, là-dessus, il faut qu'on soit très clair. À mon sens, il doit avoir un refus de ce qu'on appelle le pas de vague. À la moindre, je dirais, atteinte aux personnes, aux biens, à chaque acte de violence, chaque atteinte à nos valeurs de la République, nous devons, je dirais, vous accompagner pour pouvoir soit bénéficier de la protection fonctionnelle, l'outil qui existe, qui s'appelle la protection fonctionnelle, c'est-à-dire où on met les moyens pour vous accompagner dans la procédure judiciaire, depuis le dépôt de plainte jusqu'au suivi, je dirais, de l'affaire. Mais il est très clair que nous devons être très vigilants, c'est un appel aussi à la direction par rapport à vous, pour que ces enjeux soient pris très, très au sérieux. Et enfin, sur cette dimension, nous devons résolument être à votre écoute. Alors, dans la feuille de route RH, c'était déjà une attention, mais ça nous a été rappelé très fortement par le président de la République. Comme vous le savez, le président de la République nous a demandé un peu d'être dans une sorte de révolution copernicienne, de renverser la table par rapport à la relation que nous avons à notre communauté éducative, en disant il faut peut-être davantage écouter ce qui se dit sur le terrain. Bien sûr dans la perspective de faire grandir, de faire réussir, de mieux insérer nos élèves, c'est ça notre mission, la première, mais tout ne peut pas être que descendant, tout ne peut pas venir de l'administration centrale vers les territoires. Il faut à un moment donné que l'on se dise qu'il y a des intelligences qui peuvent se construire sur les territoires, et on a tout intérêt à entendre, parce que les difficultés qu'on a à Beaune ne sont pas les difficultés qu'on a dans le Morvan, ne sont pas les difficultés que l'on peut rencontrer ailleurs, à Auxerre, j'en sais rien, mais il faut qu'on soit en capacité, au plus proche des enjeux des établissements, il faut qu'on soit en capacité d'être à l'écoute et d'accompagner cette communauté éducative sur un pivot par exemple d'un établissement, d'un chef d'établissement,
les accompagner à construire, à mieux ajuster leur projet d'établissement. Et ça, vraiment, c'est une invitation qui est forte et qui doit nous permettre de construire un nouveau référentiel de travail. À titre, je dirais, personnel, comme vous savez, j'ai demandé à mes services de s'organiser dans cette perspective-là, pour que, alors, on a des instances qui accompagnent à la transformation publique, que nous puissions nous réarmer pour être dans une perspective nouvelle où, en gros, quelque part, on va être davantage dans une dimension d'écoute que dans une dimension de circulaire descendante. Et à ce titre, vraiment, pour, je dirais, clore cette partie RH, je pense que chacun de nous peut jouer sa partition sur ce choc d'attractivité. C'est une sorte d'invitation que je fais, d'appel. C'est de dire, nous avons une responsabilité collective pour que nos métiers restent attractifs. Il faut aussi qu'on sache, qu'on puisse en parler positivement. Alors sans tromperie, c'est pas un métier facile, ça se saurait, mais c'est un beau métier. Et si nous n'en sommes pas nous-mêmes les premiers ambassadeurs, je dirais, quelque part, nous ne participons pas à faire venir des gens qui viendraient rentrer dans notre communauté éducative. C'est un vrai enjeu. J'ai commencé par ça en disant, nous avons été chahutés là-dessus, en disant un manque d'attractivité, les professeurs sont mal payés, c'est pas intéressant, ils n'ont que des problèmes. Oui, mais ils ont aussi une belle mission. Et c'est une invitation que je vous fais parce que, je dirais, Mandela disait, l'éducation, et on peut s'en servir, reste l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ça la noblesse de notre métier et de notre mission. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un point important, cette dimension RH. Alors, nous faisons nombre, hein, nous avons, je dirais, le ministère qui a un nombre conséquent de personnel. C'est vrai que quand on est recteur d'académie et qu'on se dit qu'on a à peu près 26 500 personnels dans l'académie, donc c'est quand même, ça fait masse, hein. Ne fût-ce que pour notre académie. C'est 20 000 enseignants à peu près. Et puis à peu près 6 500 je dirais, administratifs pour aller vite. Donc c'est quand même extrêmement important qu'on ait d'abord cette attention pour ce personnel. Voilà, ça c'est vraiment le premier point, le premier message que je voulais passer. Le deuxième message pour cette rentrée, c'est finalement cette culture de l'innovation à laquelle nous sommes invités par le président de la République. Je voudrais réinsister dessus parce que c'est sa feuille de route donc, du quinquennat et donc on doit la relayer. Comment développer cette culture de l'innovation et je dirais quelque part et de l'évaluation. Parce qu'il faut qu'on soit aussi en capacité de regarder, de nous regarder les yeux dans les yeux et de dire ça marche, ça ne marche pas, il faut qu'on fasse différemment. Et justement, c'est dans le cadre de cette évaluation qu'il faut être en capacité de se remettre en question. Alors, bien sûr, il faut qu'on bouscule aussi nos logiciels à nous. Il faut qu'on soit capable de bouger. Hein, il faut qu'on soit capable de bouger. C'est important de bouger, d'être ouvert, d'être sensible à ce qui se passe dans son environnement, de davantage diagnostiquer ce qui fait que la réussite n'est pas au rendez-vous. Hein, la réussite n'est pas au rendez-vous, de ce qui fait que l'insertion de nos jeunes ne se passe pas dans de très très bonnes conditions. Et il nous appartient donc d'inventer peut-être autre chose. Et le président de la République dit cette autre chose ne viendra certainement pas du haut. Il faut maintenant peut-être qu'ils viennent des territoires, il faut qu'ils viennent des établissements.
Alors comme vous le savez, il y aura, pour des établissements volontaires, il y aura la possibilité, alors je dis établissement et école, hein, il n'y a pas que la fameuse école du futur, c'est un concept qui est promu par le président de la République, ça ne concerne pas que les écoles. Alors même si l'expérimentation initiale s'est faite autour d'une 50aine d'écoles à Marseille, autour de Marseille, l'enjeu c'est quand même que ça puisse concerner aussi bien les écoles que les établissements, que les EPLE. Donc les lycées. Hein, donc vous êtes parfaitement concernés par ça. Il faut que l'on ose, je dirais, y compris se remettre en question par rapport à un certain nombre de pratiques, hein, de méthodes, et que l'on puisse bien sûr être en capacité, ensemble, pour les établissements qui voudront rentrer dans cette perspective-là, on leur proposera ensemble de réunir autour du chef d'établissement, imaginons qu'il y ait le chef d'établissement, merci à vous. Imaginons qu'il y ait le chef, que ce soit autour d'un établissement, du chef d'établissement, que l'on puisse associer bien sûr la communauté éducative, mais aussi, vous êtes ici dans un lycée polyvalent, vous avez des partenaires économiques, le monde économique, les branches professionnelles, les associations de parents, pour rebâtir peut-être quelque chose de différent. D'abord pour partager le diagnostic, parce que peut-être que les parents, peut-être que les entreprises ont des choses à vous dire en disant ça marche pas très bien parce que il y a ça que vous ne faites pas, il y a tel rythme qui ne correspond pas à notre propre rythme de fonctionnement. Si l'instruction ne vient que de l'administration centrale, on peut comprendre qu'il y ait un décalage, une sorte de hiatus au moment de la mise en œuvre et des interrogations légitimes que l'on puisse avoir. Là, il est question pour les établissements qui s'inscriront dans cette démarche, ce sera de porter un diagnostic partagé et à la lumière de ce diagnostic partagé, de dire voilà les points d'amélioration, voilà les enjeux, voilà ce que nous voulons changer. Voilà ce sur quoi nous voulons travailler pour davantage s'inscrire dans la réussite de nos élèves, parce que c'est ça le but, pour davantage coller à la demande sociale, d'accord, et donc forcément coller à l'insertion professionnelle de nos jeunes. Il faut qu'on soit dans cette capacité. Alors ça va très vite, je dirais, les éléments vont très vite nous être précisés dans le mois, je pense que dès le mois d'octobre, on va pouvoir s'y mettre après la rentrée. On pourra très clairement commencer à avoir des réunions locales, des débats, des formes de grands débats au niveau local, pour partager ces diagnostics et pour très vite faire émerger des projets. Alors ça va concerner bien sûr les collèges, ça va concerner les écoles, et bien sûr ça doit vous concerner, surtout que vous êtes ici dans un lycée polyvalent. Et pour accompagner ça, comme vous le savez, le président de la République a dédié un fonds d'innovation. C'est un fonds d'innovation doté aujourd'hui de 500 millions d'euros. L'idée étant que ces fonds puissent être très très rapidement mobilisés dans les établissements dont les projets auront été validés. Donc toute la démarche va nous être précisée dans les semaines à venir, mais il faudrait que vous y soyez au rendez-vous. Alors, cet appel, c'est d'abord à la communauté éducative, c'est d'abord aux enseignants. Je lance cet appel. Saisissez-vous de cette opportunité pour pouvoir, y compris, vous réinterroger, bousculer vos propres méthodes. C'est extrêmement important. Comme vous le savez, autant celui-là, alors vous avez toutes les filières. Vous avez la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. Autant pour le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je crois que son enjeu de réforme va être porté sur le collège. Autant pour la ministre déléguée à la formation professionnelle, elle poursuivra la réforme des lycées professionnels. En tous les cas, je pense que quelques-uns d'entre vous peut-être ont participé à une sorte de webinaire. Non ? Vous n'avez pas été invité à des webinaires ? Non ?
en tant que lycée professionnel. Donc il y a eu un webinaire de chef d'établissement hier avec Madame Grandjean. Donc je pense qu'elle a dû un peu, je dirais, revenir là-dessus. En tous les cas, nous avons eu le privilège d'échanger avec elle déjà par deux fois. Elle souhaite que dès le collège, on puisse avoir une ouverture qui soit faite dès la classe de 5e. Donc en gros, entre la classe de 5e et la classe de 3e, c'est de dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller vite, un jeune sur 3 se dirige vers la voie professionnelle, mais quand on regarde les décrochages, les décrocheurs, les 2/3, je dirais, relèvent de la voie professionnelle. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on ne peut pas s'en satisfaire. Et puis on sait que dans la voie professionnelle, il y a une forme de déterminisme social qui est préservé, c'est-à-dire que les enfants des cadres supérieurs ont davantage dans la voie générale que dans la voie professionnelle. Ça on ne peut pas le nier. Et quand on prend je dirais, les indicateurs d'insertion professionnelle, c'est encore plus vrai, puisque 2 ans après l'obtention de leur diplôme, 41% de titulaires du CAP ont un emploi, et 53% pour ceux qui ont un bac pro. Donc ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes, ils ne sont pas satisfaisants. Donc, ce que dit la ministre, et elle a bien raison, il faut qu'on continue à travailler sur cette réforme du lycée professionnel. En tous les cas, le président de la République lui a demandé de s'y engager, et elle s'y engager résolument. Mais pour ça, il faut qu'en amont, c'est-à-dire en collège, dès la classe de 5e, pour les établissements volontaires, ça va aussi se faire un peu dans cet esprit-là, on puisse rentrer dans des projets d'ouverture professionnelle avec des demi-journées que l'on peut proposer, d'insertion professionnelle, de curiosité professionnelle, la possibilité d'insérer des mini-stages, la possibilité de faire venir des entreprises dans le collège. Donc, il y a toute cette dynamique qui va être prise dès l'amont, dès le 4e cycle, dès la 5e. Si vous voulez. Alors, c'est pas neutre tout ça. Donc, et pour cela, il faudrait que la communauté éducative, que la communauté enseignante, que vous vous y engagiez. On doit faire notre révolution copernicienne, notre aggiornamento, nous-mêmes. On doit être en capacité de regarder ça droit dans les yeux. Donc, je vais vous rassurer tout de suite. Parce que, quelque part, le président nous a rassurés, c'est de dire le droit à l'erreur existe. En tous les cas, il a plaidé pour que ce droit à l'erreur soit inscrit, je dirais, dans nos textes législatifs. Et donc, à ce titre, il a dit, vous avez droit à l'erreur. On a le droit d'essayer, ça marche. On aura tout gagné, ça ne marche pas, c'est pas grave. On aura tenté. Le pire, c'est de ne pas bouger. Le pire, c'est de ne pas bouger. C'est de voir la situation se dégrader, c'est de voir les indicateurs se dégrader, c'est de voir l'insertion professionnelle de nos jeunes se dégrader, et de se dire, bon, on fait ce que, en gros, la circulaire nous a demandé de faire. Voilà, c'est un peu ça l'état d'esprit dans lequel on va se situer. Donc on va devoir, proviseur, je suis en train de demander au professeur de vous bousculer. Hein. On va devoir collectivement se bouger, on va devoir oser. Nos plus hautes autorités nous invitent à cela, n'hésitons pas. Chiche, allons-y. Voilà, je voulais vraiment, s'il y avait 2 messages à vous faire passer, ce sont ces 2 messages-là. C'est de dire, vous faites le plus beau métier du monde. On a conscience qu'on doit être plus attentif à vous. Et 2, pour que votre métier soit encore meilleur, on vous invite à nous bousculer.
bonne rentrée 2022. Merci, monsieur le recteur. Alors, vous citiez Nelson Mandela tout à l'heure. Vous citiez Nelson Mandela tout à l'heure. Il avait dit également, je crois, je ne me trompe jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà. Vous parliez également d'autonomie du terrain, de responsabilité du terrain, de diagnostic partagé. Et ce sont des principes que vous avez souhaité mettre en œuvre aujourd'hui même, puisque à la suite de votre intervention, on va saisir l'occasion d'un échange avec vous tous. Est-ce qu'il y a des questions qui vous travaillent en cette rentrée et que vous souhaiteriez poser au recteur ou à la DAZEN? C'est l'occasion. Surtout à la DAZEN, hein. On va peut-être, pendant que vous réfléchissez, à lancer un peu les opérations. On avait, nous, réfléchi à quelques questions en cette rentrée. Et on va commencer par une question qui relève plus de l'éducatif, de l'accompagnement des élèves que de la pédagogie stricte, puisqu'on sort d'une période en effet compliquée. Et je vais laisser Madame Brunel, CPE, vous interroger. Alors, la question sur laquelle je me suis interrogée avec mes collègues est la suivante. Sur quels dispositifs peuvent s'appuyer les équipes éducatives afin de répondre à la détresse psychologique des élèves générée par le post-Covid, ainsi qu'au stress lié à la réforme du baccalauréat qui implique le contrôle continu? Quelles prises en charge internes à l'établissement peuvent être proposées aux familles pour éviter le décrochage? J'ai 4 heures. La question, je la comprends parfaitement. C'est vrai que nous avons connu une crise exceptionnelle, en tous les cas, qui nous aura permis, y compris, de découvrir, je dirais, l'enjeu qu'il pouvait avoir derrière nos personnels de santé. C'est l'occasion peut-être de saluer le travail de nos personnels de santé. On a pu, au détour de cette crise, se rendre compte que notre infirmière scolaire, notre psychologue de l'éducation nationale, ils sont dans la salle. On peut vous applaudir, parce que vraiment vous avez fait du bon boulot. C'est à l'occasion des crises qu'on s'aperçoit du rôle peut-être de chacun, parce que chaque fois qu'on est poussé dans nos limites, donc j'ai pas oublié l'assistante sociale aussi, que j'associe, qui est là. Vous êtes gâtés dans un établissement, aucun ne manque à l'appel. Donc je pense que le premier travail doit être fait par cette équipe, hein, des trois, le psy ou la psychienne, l'infirmier ou l'infirmière scolaire, bien sûr l'assistance sociale. Donc il y a un premier travail de proximité qui me semble être, et qui a été, je dirais, fait pendant ces 2 ans, et sur lesquels il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Par contre, c'est vrai que c'est un peu à cette équipe sanitaire d'évaluer jusqu'où on peut, parce qu'à un moment donné, il faut externaliser. Je pense qu'on ne peut pas le faire tout seul. Moi, j'avais reçu le président de la République quand j'étais préfet de la Marne, en pleine crise, qui était venu au CHU de Reims sur le problème de la pédopsychiatrie pendant la crise Covid. Et un des enjeux, c'était de savoir comment on pouvait accompagner, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la prise en charge des jeunes. Ils craquaient, pour être très clair. Bon, vous l'avez mieux connu que moi. Moi, je dirais, j'imagine l'enjeu, parce que en tous les cas, si le président de la République est venu sur cette thématique-là.
il avait fait une recommandation. Alors je n'ai pas de traduction concrète de ce que ça a pu donner. Il avait ouvert une ligne de consultation d'une dizaine d'heures. Alors je ne sais pas si c'est pratiqué, d'une dizaine d'heures pour des psychologues, donc à l'extérieur, hein, que l'on pouvait offrir à titre gracieux. Donc, le pass psy, voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, donc ça, je pense que c'est un peu à l'équipe, l'équipe sanitaire de l'établissement d'évaluer ce type de besoin. Il y a toujours pour nos ados les CMP, hein, donc bon, ou tout simplement la maison des adolescents aussi. Hein, je pense qu'on a beaucoup travaillé avec les maisons des adolescents qui ont permis de réguler ou d'amortir, je dirais, cette difficulté que nos jeunes pouvaient avoir pendant la période. Mais je ne sais pas, moi ça m'intéresserait que, je dirais, un personnel de l'équipe de santé puisse s'exprimer là-dessus. Je suis même plutôt demandeur d'un retour. Moi, parce que je raisonne en théorie, mais dans la vie de tous les jours, vous voulez venir ? Ce serait bien, c'est une question essentielle. Et je pense que c'est peut-être vous qui avez... vous voyez, c'est sur le terrain. Il y a la réponse. Présentez-vous comme ça. Donc, Marilyn Voredini, infirmière du lycée, c'est ma 6e rentrée, parce qu'avant j'ai fait un long parcours à l'hôpital. Au niveau du suivi psychologique ou de la prise en charge, c'est vrai qu'il y a une augmentation phénoménale, on l'a vu l'année dernière. Les phobies scolaires, on n'en parle pas. Je crois qu'il y avait 25 cas l'année dernière où j'ai dû accompagner et porter. Le gros souci, c'est qu'à l'extérieur, le service hospitalier se casse la figure, donc on n'a plus de réponse. La pédopsychiatrie, c'est une catastrophe, donc ils nous les refusent, donc ils reviennent dans l'établissement avec des lourds traitements. Moi, j'en vois tous les jours, j'en suis tous les jours comme ça, donc on fait ce qu'on peut. Les psychologues scolaires, elles ne viennent qu'une fois par semaine et sont plutôt encore orientées sur tout ce qui est orientation, donc il n'y a pas de psychologue en fait en lycée. Donc je fais la psychologie. Notre assistante sociale, on travaille beaucoup ensemble, mais n'est là qu'une fois par semaine aussi, donc j'ai encore la charge du social. J'ai des horaires très larges qui ne sont pas légales d'ailleurs, puisque j'ai 3 astreintes par semaine avec 3 soirées par semaine et je suis tous les jours là à 7h30 le matin. Je compte pas mes heures sup, mais le ministre il a oublié que les infirmières elles faisaient beaucoup d'heures sup. Donc bon, j'avais un proviseur qui m'a fait récupérer régulièrement. Je n'ai pas tout récupéré. Ça fait plus de 150 heures sup. Période Covid, j'ai travaillé 12 heures par jour, 5 jours par semaine, sans compter les week-ends et les vacances, puisque dès qu'il y avait un cas positif, le tracing a été beaucoup porté avec les AED, puisqu'on les oublie. Hein, j'ai beaucoup travaillé avec les AED pour le tracing, c'était très lourd. Préparer les protocoles sanitaires, parce que le chef d'établissement m'a toujours demandé, donc il fallait lire avant, analyser, savoir ce qu'il fallait faire pour que la gestionnaire puisse acheter le matériel, etc. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été très très compliqué. Et après, c'est vrai qu'on est à l'éducation nationale, donc peu de reconnaissance au niveau médical, hein, parce qu'on est à part, on n'a pas vraiment... Voilà, on est personnel ATOS, pas personnel administratif, pas personnel, etc. Donc c'est encore très complexe. Donc tout ça, c'est très difficile. Mais la plus grosse difficulté actuellement, c'est qu'à l'extérieur, tout bloque. Même ce qu'a fait le président pour les psychologues, c'était une bonne intention. Nous, à Beaune, le CMP avec la Chartreuse avait déjà essayé de mettre des choses en place du même style, sauf que le problème, c'est que les psychologues privés ne se sentent pas rémunérés correctement par la sécurité sociale, donc du coup refusent de rentrer dans le processus. Donc par exemple sur Beaune, nous n'avons pas de psychologue qui participe, donc il n'y a qu'un psychologue sur Dijon. Donc ça, c'est très très compliqué. Et puis les CMP, c'est 18 mois, voire 2 ans d'attente. Donc en attendant, on porte les élèves, voilà, on essaye de faire au mieux, mais
c'est vraiment compliqué et ça va nous poser, je pense, encore plus de problèmes parce qu'il n'y a pas que la crise Covid, il y a toute la crise sociale, économique, et puis ce nouveau bac, alors là, ça nous a même mis en danger nos bons élèves, puisque moi, je me suis retrouvée avec des bons élèves qui n'avaient pas de soucis familiaux, en dépression, très mal par la pression, et ça, ils peuvent le dire parce que c'est grave en fait. On se dit mince, nos bons élèves qui avaient toutes les chances sont en train de se casser la figure. Je rebondis simplement sur un point, sur l'évaluation. Je crois qu'on a tous vécu cette problématique de la pression qui est perçue différemment selon les élèves, mais qui est bizarrement, enfin, on le comprend, perçue d'autant plus fortement par les élèves qui portent une très grande importance à la note. Voilà. Et je crois qu'on a un rôle à jouer. On va parler bientôt de projet d'évaluation, de plan d'évaluation. Vous y avez travaillé l'année dernière, comme tous les établissements. On va remettre ça sur le chantier. Je crois qu'on a quelque chose aussi, nous, à faire dans la perception qui est donnée de l'évaluation. Et on est un pays où on part de loin. C'est-à-dire que le poids de la note, on parlait de droit à l'erreur, je crois que dans toutes les enquêtes PISA, vous savez, on relève que les élèves français préfèrent ne pas répondre que de commettre une erreur. Donc ça, c'est aussi une affaire collective. Après, la situation de l'hôpital, oui, ça, on partage tout à fait... Le fait d'avoir l'école inclusive aussi. Parce qu'il faut aussi dire, les professeurs, ça ils peuvent le dire, il y a une augmentation du nombre de PAP, une augmentation des élèves reconnus MDPH, tout ce qu'il faut mettre en place, etc. Ils sont peu formés. Moi, en plus, par exemple, les PAP, c'est pas dans mes missions, mais j'ai soutenu parce que voilà, je connais le souci. Moi-même ayant un trouble d'apprentissage, donc je m'étais beaucoup investie, mais c'est lourd, c'est des choses où oui, il manque d'aide, il n'y a pas toujours l'AVS avec l'élève. Quand on a aussi des élèves qui ont des pathologies chroniques, et il y en a aussi de plus en plus, moi j'ai pas de solution, ils viennent en cours, des fois ils sont absents 3 jours par semaine, pas de... Vous me le disiez, hein, comment on les évalue, comment on fait, il n'y a pas de solution avec ce nouveau bac en fait. C'est des élèves qui se retrouvent à pas être évalués en fin d'année, on ne sait pas quoi faire et pourtant ils avaient une pathologie et ne pouvaient pas faire autrement que de ne pas être présents aux évaluations, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra qu'on réfléchisse, mais c'est embêtant pour tous ces élèves, quoi. Voilà. Très bien. Vous voyez, c'est important que, je dirais, on vous écoute. Parce que, alors moi, j'ai vécu le rôle des infirmières et des infirmiers scolaires pendant la crise Covid, mais j'étais préfet. Quand il a fallu vacciner en masse, quand il a fallu, je dirais, avoir de la ressource, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y en avait quelques-uns. Bon, je ne m'aperçois pas beaucoup, mais qu'il y en avait quelques-uns, mais qui étaient très méconnus à l'extérieur. Alors, l'éducation nationale, on n'est pas conscient qu'il y a des équipes médicales, des équipes de santé, pardon, au sein de l'éducation nationale. On a dû le découvrir, nous, de l'extérieur, pendant cette crise Covid. Mais ce que vous traduisez là, bon, je dirais, c'est la réalité. Hein. Je pense qu'on peut pas, c'est pas simple. Cet accompagnement. Et puis, quelque part, si je dis au rectorat, depuis 3 ans, j'ai du mal à recruter un conseiller technique médecin, je n'arrive pas à recruter. Il y a aussi des sujets, il y a aussi des crises de vocation là, par rapport à ça. C'est assez compliqué, donc, mais les sujets que vous évoquez, il faut qu'on les prenne à bras le corps. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous avez dit il y a des psychologues qui rentrent dans le dispositif du pass psy à Dijon et peut-être pas à Beaune. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des réalités territoriales. Et il faut que, à l'image des enjeux qui sont les vôtres, on puisse bien être conscient et donc construire des projets au plus proche des réalités comme celle-là. Je pense qu'il faut qu'on se les dise. C'est pas, si c'était si simple que ça se saurait. Donc voilà. Donc merci de votre intervention. Juste avant de vous écouter, monsieur, sur
l'intervention de Madame l'infirmière. Je voulais profiter de l'occasion, m'associer aux remerciements, aux félicitations, et surtout de redire que à la direction académique, l'infirmière conseillère technique dans mes services est à votre écoute, à votre disposition, et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à la solliciter sur l'accompagnement des problématiques qui sont les vôtres. Voilà. Et je voulais aussi rebondir sur l'intervention de Monsieur le Proviseur pour vous épauler dans ce discours sur toute l'importance de la réflexion collective sur l'acte d'évaluation qui traverse la scolarité des élèves depuis la maternelle jusqu'à l'université et qui, dans notre construction collective, est encore souvent un peu trop marquée par l'aspect sinon de sanction, du moins de déterminisme sur le parcours. Donc il faut que collectivement, on fasse ce que Monsieur le Recteur nous invite à faire, c'est-à-dire oser penser autrement, généraliser l'évaluation par compétences et banaliser l'acte d'évaluation en le faisant partie intégrante de l'acte d'apprentissage et en mettant l'élève le plus possible acteur de son évaluation. Voilà, des pistes à la volée, mais pour vous dire que vraiment nous serons en appui des établissements, des équipes, des chefs d'établissement sur cette problématique qui est essentielle pour le bien-être et la confiance des élèves dans leur capacité de réussir. Il y avait une question. Bonjour, oui, je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années. Si vous voulez passer à la télé, il faut vous lever. Non, mais il faut répondre. Pas pour moi. Mais... Bonjour tout le monde. Je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, peut-être 12 ans, et puis quand j'ai commencé, j'avais 25 élèves par classe à peu près, entre 25 et 30 élèves. Aujourd'hui, j'en ai en général plutôt 35. Comment on fait, quelle est la plus-value déjà de ce choix politique, parce que c'est un choix politique, la plus-value budgétaire, on la connaît, mais quelle est la plus-value pédagogique de ce choix? Comment on peut individualiser? J'emmène régulièrement les élèves en salle informatique, ce n'est plus possible, pas pour faire des recherches, pour faire des travaux sur des applications, sur des choses comme ça, je peux plus. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question est plus simple. On a parlé de l'état de santé des élèves, mais selon vous, quel est l'état de santé des personnels? Alors, la directrice académique certainement répond de manière plus précise. C'est vrai que quand on fait je dirais la norme à 24 qui a été, je dirais, imposée dans le cadre des REP, des REP+, n'est pas la norme, je dirais, en lycée. Moi. Quand on fait la construction budgétaire, vous comprenez l'intérêt budgétaire, sur une classe en lycée, on n'est pas sur une 4, hein, je vous le dis tout de suite. La norme n'est pas à 24. De la construction est un peu plus importante. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous devons être en capacité, y compris de voir jusqu'où le système bloque, pour peut-être reconstruire des choses un peu différemment aussi. Tout n'est pas forcément que moyen, ça peut aussi être des organisations un peu différentes. Ça peut être... voilà, c'est pas neutre ce que vous êtes en train de dire, moi ça m'interpelle. Et je pense que c'est peut-être sur ces sujets-là aussi qu'on vous attend, dans la réflexion qu'on peut avoir, et peut-être que n'importe quoi, mais le fonds d'innovation peut permettre, là où on n'avait qu'une seule salle d'informatique, de la dédoubler, voilà, en disant on a besoin, parce qu'il y a des classes à 35, on a besoin d'une deuxième classe. Voilà. C'est un peu à ça que ça sert, parce qu'on n'arrive plus, on ne sait plus faire, voilà, et donc... je vous invite vraiment à cette réflexion collective, on en a besoin, vous en avez besoin, et au profit de nos élèves. Peut-être que la directrice académique sera plus précise que moi. Merci Monsieur le Recteur, vous avez vraiment dit l'essentiel. Sur les effectifs, c'est un sujet que j'ai évoqué plusieurs reprises avec Monsieur Villette, lors de mes déplacements dans l'établissement ou en entretien. 35 élèves par classe en lycée, c'est vrai qu'aujourd'hui, et avant-hier,
peut-être pas hier, mais de manière assez générale, ce sont des choses qui sont relativement courantes. Ils ne sont pas toujours 35 déjà. Ça dépend des moments de la semaine, ça dépend des organisations, vous venez de le dire. Donc vous avez la liberté, dans votre marge d'autonomie, de mettre en place des temps à effectif réduit. C'est calculé. Enfin, les dotations du lycée ne sont pas directement de mon autorité, mais je connais le fonctionnement académique. Donc il faut travailler dans le cadre de l'autonomie de l'établissement à des choix qui permettent de réserver des heures pour ces effectifs réduits en fonction de vos besoins. Monsieur le recteur parlait d'organisation. Il y a aussi tout le travail que vous pouvez conduire dans le cadre de l'accompagnement individualisé et des heures d'accompagnement personnalisé qui traversent là encore la scolarité, aussi bien au collège qu'au lycée. Voilà quelques éléments de réponse, mais elles sont aussi à inventer. J'oserais dire, pour reprendre les propos de monsieur le recteur, ça n'est pas qu'une question de moyens, et raisonnablement, nous savons tous que les moyens, à un moment donné, une enveloppe, elle est ce qu'elle est, mais on ne peut pas faire avec ce qu'il n'y a pas dedans. Voilà. Donc, de la réflexion en équipe, de la stratégie, des prises en charge plus individualisées, et on revient aussi à un accompagnement nécessaire peut-être, en tout cas n'hésitez pas à le demander, des enseignants par le cours d'inspection pour tout ce qui est de l'ordre de la pédagogie différenciée, parce que c'est pas parce qu'il y a 35 élèves dans une salle de classe que les 35 élèves font la même chose au même moment. Et ça... Alors, après, il y a des questions de locaux, il y a des questions de matériel, mais c'est des questions qu'il faut les poser pour imaginer ensemble des solutions. Je vois que monsieur le proviseur souhaite compléter. Je vais compléter sur la première partie de votre question, parce qu'on n'a pas oublié la deuxième. Sur la première partie de la question des structures. Donc ça concerne la voie GT, hein, ces classes. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes professeur de tronc commun, donc vous avez encore la perception de la classe, du groupe classe. Moi, je voulais juste évoquer le fait qu'avec la réforme, il y a une conséquence qu'on n'a pas forcément vu arriver tout de suite, mais vous avez sans doute bien senti, c'est l'effacement du groupe classe, en tout cas l'atténuation du groupe classe, puisque les élèves changent, au moins à partir de la première, changent très très souvent de classe. Au point, je vous fais juste par mon expérience propre, où j'ai fini dans mon précédent établissement en mettant fin pratiquement au groupe classe. C'est-à-dire qu'on on est parti sur une conception de groupe à périmètre variable. Ce qui existe dans d'autres pays du monde, hein, les high schools américaines fonctionnent comme ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est une révolution silencieuse, hein, qu'on a eue avec la réforme, c'est la disparition du groupe classe. J'avais interrogé des élèves dans l'établissement où j'étais, et ils ne se sentaient plus autant faire partie du groupe classe. Alors ça ne répond pas à votre question sur les effectifs. Oui, je dis bien, je ne réponds pas tout à fait à la question sur les capacités, mais je parle du périmètre et de la perception de ce groupe. Qui est, Vous dites que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation des professeurs. Alors on sera rattrapé par les moyens, d'accord. Voilà, je voulais juste dire ça, qu'il y avait cette au-delà de la question de capacité de classe que vous évoquez, qui est réelle, il y a aussi cette espèce de changement dont on a été témoin, hein, du périmètre du groupe. Voilà. Et pour peut-être dire un mot maintenant de la deuxième partie de votre intervention sur la santé des personnels. On a été, je m'inclus dedans, hein, on a été tous extrêmement secoués par la période récente. Alors, à deux raisons. D'une part, parce qu'il a fallu faire face tous collectivement, individuellement, à une crise qu'on ne maîtrisait absolument pas, dont on ne voyait pas le lendemain. Et puis parce qu'il a fallu jongler. Alors j'ai suivi ce qui se faisait en France, ce qui se fait ailleurs n'était pas non plus très heureux. Il a fallu jongler avec des protocoles, avec des directives qui changeaient. Voilà, donc ça on est tous collectivement, et encore une fois, je m'y inclus dans ce sentiment de fatigue, d'épuisement et parfois de perte de sens par rapport au métier. Je n'ai pas de réponse là, immédiate à
pour sortir de ça, mais soyez assurés en tout cas que je vois très bien de quoi vous parlez. Tout à fait. Non, mais dans tous les cas, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'attention qu'on doit avoir à notre communauté éducative. C'est aussi bien ça, bien sûr, nos jeunes doivent être, nos élèves doivent être notre préoccupation essentielle, mais j'ai bien commencé mon propos en disant que nous devons aussi avoir maintenant, et plus qu'avant, un regard vigilant, bienveillant sur le personnel, et donc la question que vous évoquez, elle doit aussi être prise en compte, bien sûr, par le personnel de santé. Et donc nous devons collectivement construire des réponses par rapport à ça. Mais votre interpellation est tout à fait, je dirais, juste. D'autres questions ? Oui. Monsieur le recteur, bonjour. Laurent Van Assel. On a développé ces dernières années dans cet établissement l'apprentissage par mixité. Et c'est pas sans nous poser des difficultés aussi sur la charge de travail que ça peut représenter. Durant le Covid aussi, ça a été extrêmement compliqué. Donc je voulais savoir si c'était des choses qui vont encore être développées et si nous allons encore devoir nous organiser. Et puis en aparté, il sera possible aussi, mais là je ne le ferai pas parce que je pense que c'est interne à notre organisation de voir aussi par rapport aux rémunérations du CFA. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, monsieur le recteur, je vais juste compléter la question posée par mon collègue Laurent Van Assel, qui va un peu recouper ce que j'avais prévu. Effectivement, dans la note, dans la circulaire de rentrée, il y a un point concernant le développement de l'apprentissage dans l'éducation nationale. Tous les lycées professionnels ne proposent pas d'apprentissage. Et pour ceux qui les proposent, les solutions sont différentes, mixité, groupe, ou bien les deux. Et moi, je me posais la question aussi de l'égalité des chances par rapport au fait que dans certains lycées, on ne le propose pas. Donc la question rejoint celle de Laurent. Est-ce que nous allons vers une harmonisation des offres de l'apprentissage dans tous les lycées professionnels et quels vont être les moyens qui vont être donnés, si tel est le cas, pour nos collègues, pour qu'ils puissent assurer cette mixité. Merci. Alors, je vais essayer de répondre de manière intelligible, parce que ça a l'air comme ça, mais c'est assez complexe comme question, comme questionnement. Théoriquement, on devrait avoir adossé à chaque lycée professionnel un UFA, d'accord, une unité de formation par apprentissage. D'ailleurs, on devrait l'adosser à soit notre CFA académique, soit un CFA. Alors nous ici à Marais, c'est quel CFA? Oui, mais il est adossé à quel CFA? Académique? Académique, oui. Parce que quand je prends par exemple les Marques d'Or, ils ont 3. Ils ont académique, ils ont celui du BTP, ils ont il y a au moins 3, il y en a 3. Ici il y en a un, je crois. Du moins, la question que vous posez, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de ces questions, c'est de dire, dans nos lycées professionnels, l'enjeu c'est la professionnalisation. Et aujourd'hui, la formation par apprentissage est sans aucun doute celle qui garantit la meilleure insertion professionnelle. Donc l'intuition voudrait que tous nos jeunes aient un contrat d'apprentissage quelque part. Sauf que nous avons quand même le souci de donner à l'élève qui rentre dans un parcours professionnel la possibilité, et c'est ce que nous pouvons offrir comme enseignement public, la possibilité de commencer une première année comme élève. Imaginons qu'il fasse le 1 plus 2, plus 2 années derrière. La possibilité de démarrer un contrat d'apprentissage. Et puis, si ça ne se passe pas bien, la possibilité de redevenir élève. Il faut qu'on puisse préserver
C'est ça l'enjeu de la mixité. Hein, pour ceux qui ne sont pas les spécialistes de ce sujet, l'enjeu de la mixité, c'est bien celui-là. L'intuition voudrait, alors bien sûr, vous savez que les lycées professionnels, l'enjeu, c'est justement celui que la ministre déléguée veut porter, parce que ce qui semblait improbable et impossible, c'est le développement des contrats d'apprentissage. Vous avez bien vu qu'on a pu passer avec une volonté politique de 250 000 par an à peine à plus de 400 000, voire à 700 000 contrats d'apprentissage. Et le président de la République voudrait que d'ici 2 ans, on fasse 1 million. Donc, en disant, on a réussi à casser le plafond de verre, à revoir les structures, à se reposer les bonnes questions, et finalement, on n'a jamais été aussi performant que par le passé, puisque avant on n'arrivait pas à en faire 250 000. Donc, l'enjeu qui reste quand même celui des lycées professionnels, et je le pense, et je crois que l'intuition est celle-là, c'est que pour préserver nos étudiants, l'intérêt de nos étudiants, de nos élèves, je crois qu'il serait quand même prudent d'abord. Moi, je crois qu'il y a deux principes qui doivent être préservés, mais ça, le débat le dira. C'est que on puisse accueillir dans nos lycées professionnels tout jeune avec un contrat d'apprentissage. Ça, je crois que ça, il faudrait qu'on puisse le marteler. Et puis, deuxièmement, donner la possibilité aux jeunes, si ça ne passe pas bien, de redevenir élève ou d'être apprenti, quoi, pour aller vite. Alors, c'est compliqué à construire, et ça, je comprends la difficulté que ça peut créer. Alors, ça va? Ah, c'est pas compliqué? Ah, bah ça va. Mais je comprends que ça puisse être difficile à faire. C'est la partie en aparté qui pose problème. Voilà, après le système d'orientation. Mais vous avez bien vu que dans le projet compris de la ministre, elle dit. Alors je sais que ça impacte ce que vous êtes en train d'évoquer avec moi là. La ministre a dit très clairement, il faudra que la partie des stages, qui devra être davantage rémunérée, puisse être au moins à la moitié, je dirais, de la charge de l'élève pendant l'année. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Mais moi, je pense que il faudrait, établissement par établissement, que cette question, bien sûr, soit prise à bras-le-corps. L'objectif final, c'est l'insertion de nos jeunes. Je crois que le support de l'apprentissage me semble indispensable. Moi, je pense que les lycées professionnels qui ne sont pas adossés à des unités de formation devraient l'être. Hein, c'est plutôt ça, dans cette perspective-là, et que nous soyons en capacité, y compris, de valoriser notre CFA académique. Parce qu'il y a aussi un enjeu de notre CFA académique qui est en compétition avec les CFA des branches professionnelles. Hein, il faut aussi qu'on soit en capacité, parce qu'on est capable de faire du bon boulot aussi. Donc voilà, moi je pense que ce chantier reste ouvert, hein, comme vous le savez, c'est dans le cadre de la réforme de la voie professionnelle, c'est le noyau dur, hein, c'est vraiment là où ça doit se jouer, et c'est dans cette capacité de retour en arrière, pour préserver la continuité, la possibilité à l'enfant d'être scolarisé, aux jeunes d'être scolarisés au cas où ça ne se passe pas bien, parce qu'il y a des jeunes qui rentrent dans un contrat et ça se passe pas bien. Le contrat est cassé parce que peut-être qu'ils ne sont pas au rendez-vous des enjeux, ils font pas l'affaire, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? S'il n'a qu'un contrat d'apprentissage, ça le met en grande difficulté. Il faut qu'il puisse redevenir tout simplement élève. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Mais bon, je sais que vous êtes bien plus spécialiste que moi. Je propose bien sûr d'échanger là-dessus, si vous souhaitez. Si vous voulez rebondir là-dessus, bien sûr. Ok. Merci. Bonjour, Véronique Godel. Alors, par rapport à l'apprentissage, si vous voulez, nous, on est en mixité. Donc, on dépend du CFA-UFA qui nous impose des élèves en apprentissage, c'est-à-dire que nous, on les découvre à la rentrée. On n'a pas du tout la main sur le contrat d'apprentissage, puisque comme vous venez de le dire, à partir du moment où un élève a un contrat d'apprentissage, il doit pouvoir être orienté dans une formation. Alors nous, ça s'est déjà produit, donc ça nous demande énormément de travail.
énormément de temps, on n'a aucun retour du point de vue du CFA, parce que le CFA c'est courage fuyons, en gros, c'est-à-dire qu'il nous laisse absolument tout faire. Hein. Et comment fait-on quand on intègre un apprenti qui a un contrat, donc qui est en droit de recevoir un apprentissage, mais quand le contrat, il n'est pas à un poste adapté à la filière. C'est-à-dire qu'il est en apprentissage, ben, il fait un apprentissage, mais qui n'a rien à voir avec le référentiel et avec l'apprentissage qu'on doit lui donner. Ce qui fait que pendant la moitié du temps, eh ben, il fait quelque chose qui ne fait pas partie de l'apprentissage que nous, on doit lui donner. Ce qui fait que quand il est là, eh ben, nous, on a double de travail parce qu'on a double de choses à lui apprendre. Donc ça, c'est un problème. Hein. On n'a aucune reconnaissance du point de vue du CFA, et d'autant plus qu'on fait des heures en plus et on n'est pas payé du tout des heures qu'on devrait faire d'habitude. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je me permets de répondre en partie. Donc, comme vous le savez, donc je reprends ce début d'année l'apprentissage, puisque c'est tout nouveau pour moi, effectivement. Donc, je vais me saisir de ce dossier. Mais il me semble, vous pouvez bien sûr me contrarier si tel n'est pas le cas, que ce que tu viens d'évoquer, c'est le rôle du DDF. C'est-à-dire qu'un contrat d'apprentissage, c'est avant tout un échange avec le jeune aussi, de vérifier en lien avec le référentiel que ce contrat est valable et est formateur pour l'élève et puisse valider des compétences professionnelles. Donc ça, en tout cas, c'est la mission que je me suis donnée pour vos apprentis, qu'ils soient au PRIG ou sur les autres sections. Concernant les documents à signer, c'est aussi le rôle du DDF, c'est-à-dire de vérifier qu'ils soient à jour, que le contrat soit bien signé, bien rempli. Et puis, concernant le lien qu'il y a entre un contrat et l'équipe enseignante, c'est-à-dire que vous soyez mis au courant qu'il y a un contrat d'apprentissage qui est mis en place et que votre élève va arriver dans la section, il me semble aussi que c'est le rôle du DDF. Donc voilà, donc je n'ai pas de recul, je n'ai pas encore fait fonction là, mais en tout cas, tout ça, je l'ai bien en tête et c'était bien prévu que ça soit mis en place. Donc j'espère qu'en tout cas, sur l'interne, ça vous rassure. On te remercie grandement de nous prendre en charge. C'est avec plaisir. Voilà. Non, mais ce que je vais vous proposer, c'est que je vous ai envoyé notre grand spécialiste des questions, le draft pick, le délégué régional à la formation continue. Monsieur Marmot. C'est vraiment le connaisseur du sujet. Je vais lui proposer peut-être de venir à votre rencontre parce que je pense que la question que vous posez est une question fondamentale. Mais elle va s'inviter, je peux vous rassurer. Madame Charot, alors, Marmot est le patron. Si elle sait, il doit savoir, il est supposé savoir un peu plus. Je vais vous envoyer le référent là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir une dernière question pour que je puisse... Voilà. Votre temps est compté, on le sait. Il y a une question aussi. On peut prendre 2 questions. Bonjour, alors Anne Pernaud, je fais partie des personnels qui n'ont pas été évoqués. Je suis AESH sur un dispositif Ulysse Pro et également AESH référente sur 3 piales de Côte d'Or. Donc ma question va être tout d'abord très générale. Qu'en est-il de l'école inclusive ? Nous avons été confrontés l'année dernière sur cet établissement, mais je sais que c'est le cas de tous les piales et aussi de tous les départements, à des manques de moyens, à des élèves et des notifications qui tombent régulièrement. Donc qu'est-il prévu pour pouvoir pouvoir répondre à ces demandes qui sont des droits, et qu'est-il prévu finalement aussi pour notre profession et nos missions
que mes collègues et moi-même accomplissons parfois avec peu de considération, un manque de temps évident, et alors qu'en tout cas sur l'équipe qu'il y a au lycée Marais, nous sommes toutes, je pense, vraiment investies, et on voudrait savoir finalement, voilà, que devient l'école inclusive. On va essayer de faire un devoir. Moi, de manière un peu plus générale, et puis la directrice académique, je dirais, qui est en charge des dossiers lecteurs, qui répondra de manière beaucoup plus spécifique. Comme vous le savez, je dirais, les élèves en situation de handicap sont tous les ans en augmentation. C'est une bonne chose. J'imagine que je parle d'un point de vue académique, nos 4 MDPH, je dirais, font leur travail, identifient des situations et bien sûr nous les signalent avec je dirais, les recommandations de prise en charge, qu'elles soient à titre individuel. Alors, si les recommandations sont à titre individuel, vous comprenez que ça mobilise plus de ressources qu'à titre collectif. Ça, c'est une chose. Mais je dirais, au niveau de l'académie, en 10 ans, on a dû augmenter de plus de 50% le nombre de personnes à prendre en charge, qui doit représenter pas moins de 8800 élèves. Pour faire face à ça, on a mis en place toute une organisation. On a mobilisé des ressources humaines, dont vous. En équivalent temps plein, c'est à peu près 1822, je ne sais pas ce qu'à l'unité près, mais en personne physique, vous n'êtes pas à temps plein, j'imagine. Non. En personne physique, c'est presque le double, donc c'est très clair. Et en fonction des je dirais, des recommandations de la MDPH, on essaye de faire des affectations. Alors, ma directrice académique dira un peu comment elle structure toute cette organisation. Nous avons été abondés de quelques postes supplémentaires cette année, je pense à peu près 24 pour l'académie. Donc, la répartition n'est pas finalisée. Voilà. Donc, on a encore bien sûr quelques postes qui nous ont été attribués. Nous sommes organisés en pôle, comme je le dis pour ceux qui peut-être ne connaissent pas bien le sujet, même si ça passe dans les médias. Nous sommes organisés en pôle, en PIAL, avec des établissements référents. Pour faire face, je dirais, aux prises en charge, on a mis en place des équipes mobiles. Donc voilà, on a une structuration qui nous permet aujourd'hui de couvrir de manière conséquente la demande qui reste en augmentation et qui continue à être insuffisante. Donc ça, on ne peut pas s'en cacher, mais soyons très clairs, notre organisation aujourd'hui, autour des 96 PIAL, nous permet aujourd'hui de ne pas avoir de vrais trous dans la raquette. Alors que la prise en charge, que l'affectation ne soit pas la plus optimale qui soit, on peut le reconnaître, mais aucune situation, je dirais, à mon sens, n'est pas connue, n'est pas prise en charge. Alors peut-être pas de manière totalement satisfaisante, ça je veux bien vous croire, dans la mesure où, y compris dans les crises de vocation, dans les recrutements que nous faisons, peut-être que c'est les modalités du contrat aussi qui peut-être peuvent le justifier. Je dirais, on a souvent un peu de mal à recruter aussi sur ces postes-là. Ça a l'air comme ça, mais on a du mal à recruter sur ces postes-là. En fonction du lieu géographique, c'est pas simple d'y arriver. Mais l'école inclusive reste une priorité de l'académie, reste une priorité du ministre, de notre ministre qui nous l'a rappelé. Nous allons bien sûr tenir compte, je sais que le syndicat, le SPDN, nous a rappelé encore dans mes réunions de rentrée leur souci que ces enjeux soient davantage, que les PIAL soient mieux structurés, que voilà,
on entend tout ça, on doit le prendre en compte. Et bien entendu, par rapport à nos élèves en situation de handicap, on a cette exigence, je dirais, d'être au rendez-vous. Donc moi, c'est ce que je peux dire, pour moi, sur un plan global. Après, il y a bien sûr, y compris la situation particulière que vous évoquez. Merci, Monsieur le Recteur. Alors, sur le plan départemental, peut-être profiter de la question pour repréciser que nous procédons régulièrement à des commissions de recrutement des personnels dit AESH, pour accompagner les élèves en situation de handicap. Et donc, en cette période de rentrée, les commissions tournent à plein. Donc, le chiffre des élèves notifiés et non accompagnés est un chiffre qui fluctue en réalité tout le temps. Puisqu'on est soumis à des notifications qui, jusqu'à présent, étaient à flot continu. Nous avons travaillé au niveau académique et le département en recueille les fruits avec les différentes MDPH et la MDPH de la Côte d'Or pour obtenir que les notifications soient à présent séquencées. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir en fin d'année à trouver des solutions qu'on ne peut plus trouver, nous aurons 2 ou 3 vagues de notifications à la fin de l'été, à la rentrée et jusqu'au mois de février. Ça permettra ensuite à tous les enfants qui bénéficient d'une notification et à leurs parents de savoir que certes, ils ont leur notification, mais que l'affectation d'un personnel accompagnant et concernant ne se fera réglementairement qu'à la rentrée suivante. Ça donne de l'air à tout le monde. Donc ça, c'est très important. Sur le recrutement donc, des personnels. Je rappelle aussi qu'au niveau donc, du département, nous avons un service départemental de l'école inclusive. À la tête de ce service, Madame, vous connaissez très probablement la collaboratrice Laetitia Barrel, avec qui il faut vraiment ne pas hésiter et qui est d'une très grande réactivité, voilà, sur toute préoccupation. Un mot sur les PIAL évoqués par Monsieur le Recteur, pour redire que le principe de fonctionnement des PIAL, pôles inclusifs d'accompagnement locaux, au pluriel, c'est bien justement de favoriser la mutualisation de la ressource en personnel accompagnant. Et cette mutualisation est d'autant plus facile que nous pourrons reprendre les progrès qui ont été commencés et puis stoppés sur la dernière année pour réserver les notifications qu'on appelle I, c'est-à-dire individuelles, pour laquelle un élève bénéficie d'un personnel accompagnant pour lui seul, vers des notifications qu'on appelle M, c'est-à-dire mutualisées, qui correspondent strictement aux besoins dont l'élève aux besoins de l'élève. Ne pas oublier que l'école inclusive, qui reste une priorité nationale, a pour vocation à se transformer en école tout court. C'est-à-dire qu'on aura réussi l'inclusion lorsqu'on n'en parlera plus. On aura réussi l'accompagnement lorsqu'on l'aura réduit au strict minimum, c'est-à-dire lorsqu'on aura accompagné l'élève vers la plus grande part d'autonomie qui lui est possible. Hein, ça, c'est important. C'est l'esprit de l'école inclusive. Voilà. Et puis, sur le statut des AESH, peut-être redire que la CDIsation possible au bout de 2 contrats est un élément structurel d'accompagnement vers un statut de meilleure facture, plus sécurisant, dont on espère bien entendu qu'il va générer des vocations et un attrait supplémentaire. Et je rappelle que le temps de travail des AESH, dans le cadre du contrat qui le lie à l'Éducation nationale, peut être complété, j'arrive madame, je fais ma phrase, peut être complété par des contrats ailleurs, éventuellement auprès des collectivités, pour faire 2 fois 50% par exemple. Voilà, sur le temps de contrat. Je vous écoute madame. Bonjour, je m'appelle Coraline Lucas, je suis à ESH.
J'ai été 2 ans en contrat aidé, j'ai été 6 ans en CDD. Je viens de signer mon CDI là cette année. J'ai gagné 3 € sur ma paye. Alors, quand on parle de dire que ça va être plus attrayant, je ne suis pas sûre, en fait. On fait notre travail parce qu'on l'aime. C'est normal qu'on ait des problèmes de recrutement. Mais quand on nous bloque à 57%, parce que c'est notre cas à nous toutes pratiquement, sauf par choix pour celles qui sont à 50, je trouve ça vraiment dommageable. On a des besoins, on est en capacité de travailler plus, on a de l'expérience maintenant, je pense qu'on est reconnu. C'est vraiment dommage de nous garder à ça et de pas, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. On ne peut pas faire plus parce qu'on a envie de faire plus, on est bloqué, nous, en Côte d'Or, à 57%. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Parce que c'est pas national, cette quotité-là de 57%. Donc voilà. Très bien. Ok, non, mais c'est bien de nous interpeller là-dessus. Il faut qu'on regarde ça. Alors, j'avais peut-être moins en tête les questions de salaire qui sont éminemment importantes que celles du statut. Hein. Dans mon propos, c'était ça. La consolidation, la pérennité de l'emploi. Voilà. Ensuite, le plafonnement à 50 ou 57%, c'est un arbitrage académique. Il y a des contraintes de plafond d'emploi qui, bien entendu, peuvent être réexaminées, mais qui, pour le moment, ont conduit à cette conclusion au secrétariat général. Mais c'est un sujet de réflexion. C'est un sujet. Voilà. Alors, vous êtes obligé de travailler à côté, et évidemment, ça fait, comme beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des AESH hommes aussi, et dans le premier degré, souvent, on a des AESH qui complètent avec un contrat auprès de la collectivité. Mais voilà, il faut qu'on... Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est bien entendu. Il y a un vrai sujet. Pouvoir nous faire aussi travailler, voilà, que ça soit englobé dans notre semaine du lundi au vendredi comme oui. Mais on fera en fait. Oui. Très bien. Non, mais il y a un vrai sujet de réflexion parce que je sais qu'il y a entre il y a certains qui nous disaient mais pourquoi je ne peux pas cumuler entre les un mi-temps à AESH et l'autre mi-temps à AED par exemple, ce qui mécaniquement on s'est aperçu que c'était un peu compliqué à faire. Donc, mais voilà, y compris l'administration centrale, moi je l'ai remonté au DGRH, cette problématique du cumul, mais on l'a fait en Blanchet. On en a parlé en Blanchet. Vous voyez ce que c'est que les groupes Blanchet? Ce sont des groupes de travail avec les pairs-dires, avec le personnel de direction, avec les chefs d'établissement que nous avons, qu'on appelle des groupes Blanchet, ce sont des groupes de réflexion. Et cette question a été posée sur la table, y compris pour avoir des temps pleins, pourquoi ne pas cumuler un morceau d'ASH, un morceau de FD. Voilà, il y a toute cette réflexion qui est en cours. Voilà. Non mais je suis tout à fait... C'est un vrai sujet sur lequel vous nous avez appelé. Voilà, je vais devoir partir. Je sais qu'il y a des mains qui se lèvent. Je vais devoir partir à regret. Oh là là, votre mine, j'ai du mal. Allez, posez votre question. Alors, attendez. Aline Thiberchevet, je parle au nom des professeurs, je pense, d'enseignement général. Au nom des professeurs d'enseignement général des filières professionnelles. Parce que vous avez parlé d'apprentissage, mais quelle va être la place de l'enseignement général? Parce que dans le cadre d'une mobilité professionnelle, dans le cadre d'une orientation en BTS et dans le cadre de la formation des citoyens, l'enseignement général a toute sa place en filière professionnelle, on le défend depuis des années. La dernière réforme nous a été très défavorable, on nous demande de former des élèves pour qu'ils aillent en BTS alors que nos heures ont été réduites à peau de chagrin. Donc là, on nous annonce quasiment notre disparition, si j'ai bien compris. Parce que s'il y a apprentissage, voilà, 50% du temps, on fait comment nous ? Pour former des citoyens, pour donner une base en maths, en anglais, en français, en histoire géo et compagnie, on fait quoi? Voilà. Donc je voulais vous transmettre notre inquiétude.
la ministre est parfaitement consciente de cet enjeu, sur lequel elle a tenu à nous rassurer très rapidement en nous disant, quand elle disait que la part des stages pour aller augmenter jusqu'à 50%, elle a dit que ça ne se fera pas au détriment de, je dirais, de l'enseignement général. Alors, tout ça va être discuté. Tout ça, ce sont des vrais sujets qu'il faudra mettre sur le tapis. La mission de l'éducation nationale reste quand même à former des citoyens. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on peut se féliciter souvent de former des gens très pratiques, très rapidement, mais quand il y a un retournement, je dirais, de marché, si vous voulez, tout simplement parce que la technologie est dépassée, etc., les jeunes qu'on a formés, ils sont fort contents de pouvoir se redéployer parce qu'ils ont d'autres acquis, je dirais, académiques, intellectuels, qui leur permettent de rebondir. Ces aspects sont parfaitement pris en compte, intégrés, et la ministre s'est engagée à ce que cette question ne soit pas éludée dans le débat. Vous aurez toute votre place dans ce débat de la réforme, de la poursuite de la réforme du lycée professionnel. L'idéal, c'est qu'on réussisse à tout faire, c'est-à-dire à mieux insérer nos jeunes et à faire des vrais citoyens. Donc c'est un vrai challenge, comme vous pouvez le voir, et voilà. Mais votre question est une question de fond. Voilà, je tenais juste à relever ça. Je n'ai pas la réponse totale, complète, vous le savez, vous vous en doutez, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Voilà, mesdames, messieurs, par un temps ensoleillé après la pluie, par, je dirais, une rentrée qui s'annonce sous de meilleurs auspices, puisque la crise sanitaire nous fait le plaisir de ne pas se rappeler à notre bon souvenir. Permettez-moi encore une fois de plus, après vous avoir renouvelé mes remerciements, les remerciements de toutes nos autorités, de votre engagement, permettez-moi de vous souhaiter encore à nouveau une très belle rentrée académique, avec cet enjeu de pouvoir s'inviter à participer à construire notre école de demain. Votre participation est attendue, elle est souhaitée. Là, on a essayé d'échanger, de débattre, c'est important. C'est important qu'on vous écoute. On nous y invite, mais en tous les cas, naturellement, nous y sommes, je dirais, déjà préparés. Il faut qu'on soit à votre écoute, qu'on tienne mieux en compte, je dirais, les attentes qui sont les vôtres sur le terrain. Voilà, tout ça pour le bien-être de nos élèves, pour l'élévation de nos élèves et surtout leur insertion dans le monde adulte et le monde professionnel. Merci à vous et bonne année académique. Bon, de prendre mes marques de recteur, comme vous le savez, après 15 ans de préfectoral, puisque j'étais il y a encore quelques mois préfet dans